remercier chaleureusement mon ami et collègue au Conseil régional, Gauthier Boucher, pour son invitation, ainsi que l'ensemble de son bureau pour son accueil chaleureux. C'est toujours un plaisir de venir retrouver la Fédération de Loire-Atlantique. Merci. Nous nous retrouvons aujourd'hui, un an après la dissolution. Un an après que les Français aient affirmé avec encore plus de force et de détermination leur ras-le-bol dans les urnes. En imposant ainsi le Rassemblement national comme la première force politique de France, en envoyant 143 députés patriotes aux côtés de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, oui, la période que nous vivons est inédite et incertaine à tous les niveaux. Emmanuel Macron représente un pouvoir certes toujours en place, mais qui se retrouve diminué de jour en jour. Les gouvernements et les alliances qui s'enchaînent ne peuvent tenir, faute de majorité, et risquent de tomber au moindre texte délicat. Désistement mutuel, combine d'appareils, élus sauvés par les voix de la France insoumise, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et tant d'autres encore sont les symboles d'un système à bout. Combien de temps le gouvernement de François Bayrou tiendra-t-il encore? Nul ne peut le dire. Emmanuel Macron décidera-t-il de s'humilier une seconde fois avec une dissolution? C'est ce qu'il semble laisser entendre, mais nul ne peut dire s'il aura le choix, ou même s'il pourra même décider du moment où il devra appuyer sur le bouton. Alors il tente tout pour nous abattre. Mercredi dernier, le siège du premier parti de France a été perquisitionné. Pour des raisons nébuleuses, par une brigade financière en gilet pare-balles, rien que ça. Comme si nous étions des gens dangereux. Le bureau du Rassemblement national a été fouillé, nos documents saisis, nos archives électorales confisquées. Qui d'autre vit ça aujourd'hui? Que cherche-t-on? À nous empêcher de préparer les prochaines échéances à venir, à nous intimider, nous et nos prêteurs. Et surtout, sous quel prétexte? On nous reproche aujourd'hui d'avoir contracté des prêts de particuliers, des prêts pourtant légaux, parfaitement légaux, déclarés, validés année après année par la Commission des comptes de campagne. J'aimerais rappeler que le Rassemblement national doit contracter ces prêts car aucune banque française n'accepte de le financer. Parce qu'Emmanuel Macron a promis il y a plusieurs années une banque de la démocratie qui n'a jamais vu le jour. On en discutait ce midi avec mes collègues, c'est de plus en plus difficile et c'est fait pour. Tout candidat du Rassemblement national a malheureusement vécu la difficulté d'ouvrir un compte de campagne. Je l'ai vécu, notre banque familiale, même des amis banquiers m'ont fermé la porte, sous des prétextes qu'ils n'osaient même pas dire. On ne peut pas, ils me disaient simplement, sans pouvoir en dire plus. Les banques refusent d'ouvrir nos comptes de campagne sans jamais nous l'écrire. Pourquoi? Parce que si elles nous en apportent la preuve, c'est un sésame pour aller ouvrir notre compte auprès de la Banque de France. On discutait aussi ce midi qu'il y a encore une autre solution qui est la Banque de la Poste, mais pour un coût faramineux que tout le monde ne peut pas se permettre. Ce sont autant de bâtons mis dans les roues de notre mouvement pour l'empêcher d'avancer. Ce n'est pas la démocratie. Mais ce harcèlement politique ne fait que renforcer notre détermination, car nous avons tous ici compris que mener notre combat passe aussi par contrer ces attaques, même si elles sont de plus en plus nombreuses, même si elles sont de plus en plus basses. Dans cette période inédite où les forces se concentrent contre nous à tous les niveaux, voici maintenant la censure officielle, institutionnelle, financée par vos impôts. Vous avez très certainement entendu parler, la ministre Aurore Bergé vient d'annoncer la mise en place d'une coalition de 12 associations subventionnées, politisées, chargées de signaler les contenus jugés haineux à l'ARCOM. Parmi elles, SOS Racisme, la LICRA, SOS Homophobie, Oser le Féminisme et tant d'autres encore. Tous engagés contre nous à des degrés divers, tout instrumentalisés pour surveiller les opinions dissidentes sur Internet. En clair, cela revient à donner un pouvoir énorme, à charger des militants politiques de dire ce qui est acceptable ou non sur Internet et évidemment selon leur prisme. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer que leur prisme ne soit pas biaisé? Après avoir fermé C8, qui donnait l'opportunité quotidienne à quelques 2 millions de Français de s'abreuver d'une pensée libre, un peu dissidente, de traquer l'entrepreneur Pierre-Édouard Sterrin parce qu'il a financé toute initiative patriote, politique ou non. Ils ne s'arrêteront pas si on ne les arrête pas. Évidemment, il faut bien faire taire la vérité qui les dessert.
comme le rapport des services de renseignement rendu public sur les frères musulmans, qui confirme ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella dénoncent depuis toujours. Les frères musulmans ne sont pas une simple organisation religieuse. C'est une organisation politique, islamiste internationale, organisée, déterminée à faire de la France une république islamique. Je n'ai pas peur d'employer ces termes-là parce que c'est ce qu'on vit actuellement. Et passe aussi par là la visibilisation de l'islam dans l'espace public, comme ce que j'ai vu depuis 24 heures à la Baule, j'y reviendrai. Les frères musulmans sont d'ores et déjà interdits dans de nombreux pays, y compris des pays musulmans. Mais ici, qu'est-ce que notre gouvernement attend pour agir? Pourquoi est-ce qu'on les tolère? 139 mosquées radicales sont concernées. Des centaines d'associations islamistes sont financées depuis l'étranger, notamment par le Qatar, qui bénéficie toujours d'un régime fiscal et de largesse financière de la France. Ce rapport accablant évoque l'endoctrinement de milliers de jeunes, la formation d'imams idéologues et les propos antisémites de certains de leurs leaders. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, plus personne ne peut le dire. Et que fait Emmanuel Macron à part essayer de faire taire ceux qui veulent alerter sur ce danger mortel, ceux qui veulent alerter sur ce cancer islamiste dont les métastases sont déjà disséminées partout sur notre territoire, y compris ici à vos portes. Les ministres LR au gouvernement, parlons-en de ces autres tendances politiques, ferment les yeux bien confortablement. C'est bien cette droite qui fait semblant face à son électorat. C'est bien cette droite qui se range derrière la Macronie. C'est bien cette droite qui a refusé nos propositions sur la double peine, sur l'interdiction du voile, sur la dissolution des associations islamistes, y compris des frères musulmans. Depuis mai 2021, Marine Le Pen défend un projet de loi de lutte contre les idéologies islamistes en France. Ces propositions sont aussi claires qu'efficaces. Au pouvoir, nous fermerons les mosquées radicales. Nous expulserons les imams étrangers prédicateurs de haine et nous dissoudrons les associations qui s'attaquent aux fondements de notre République. Nous sommes également les seuls à proposer une réponse pragmatique aux défis budgétaires, même si nous n'allons pas vous mentir. Le cap pris par le prétendu Mozart de la finance Emmanuel Macron et ses 1000 milliards de dettes au compteur, déjà pour l'instant, et le quinquennat n'est pas fini, sera très très difficile à redresser. Un rapport sénatorial récent lève le voile sur ce naufrage. Plus de 1400 opérateurs, 80 milliards d'euros de dépenses, près de 500 000 agents disséminés dans un millefeuille bureaucratique où personne ne s'y retrouve, pas même le gouvernement. Plus personne ne sait exactement qui fait quoi et où. Cet archipel administratif aux frontières floues est le symbole d'un État obèse, inefficace et hors sol, pendant que les Français, pendant que nous subissons l'inflation, les pénuries de services publics, les urgences fermées, les transports dégradés, la technocratie prospère, les agences se multiplient et l'argent public se dilue. Le Rassemblement national dira stop à tout ça. Nous voulons répertorier, évaluer et rationaliser ces structures. Nous voulons supprimer celles qui font doublon, réinternaliser les missions essentielles et mettre fin à cette logique de dépenses sans contrôle. Nous proposons de supprimer ou réorganiser des structures inutiles comme l'ADEME, l'Office français de la biodiversité ou l'Agence du service civique. C'est cela le courage politique, réduire le train de vie de l'État, non pas par idéologie mais par bon sens. Au sein de l'Assemblée nationale, les élus du RN n'ont cessé d'agir pour l'intérêt des Français depuis qu'ils sont élus. Pour votre pouvoir d'achat, pour votre sécurité. Blocage de la hausse des taxes sur l'électricité, suppression des aides-feux, j'y reviendrai plus tard, adoption d'une loi contre les narcotrafics. Nombreuses sont les victoires déjà emportées par nos députés, même dans l'opposition. Alors imaginez le jour où Marine Le Pen et Jordan Bardella tiendront enfin les rênes du pouvoir. Portons ce message d'espoir autour de nous. Mais il est vrai, le temps presse. Chaque jour, dans toutes les assemblées, nous démontrons notre capacité à incarner l'opposition utile, responsable et crédible. La confiance du peuple renforce nos positions, élection après élection, partout, dans toutes les assemblées. Comme l'année dernière au Parlement européen, où nos députés patriotes, sous la présidence de Jordan Bardella, forment le troisième groupe politique.
Au travers du travail parlementaire de nos députés, de nouvelles victoires sont également obtenues, et notamment en matière d'immigration, de lutte contre l'écologie punitive et de souveraineté de nos nations. Nous aussi, élus régionaux, je me tourne vers Gauthier, œuvrons pour vous au sein de notre Assemblée régionale. Permettez-moi maintenant quelques mots sur l'actualité régionale de ces derniers mois et sur les sujets où nous avons eu l'occasion de prendre position. D'un côté, vous l'avez peut-être vu dans la presse et la majorité n'a pas manqué de s'en gargariser, les baromètres indiquent que les pays de la Loire se portent plutôt bien, que les Ligériens ressentent plutôt moins la crise qu'ailleurs, mais nous semblons tous ici que ces données sont à prendre avec un certain recul et à analyser avec délicatesse. Car chez nous aussi, nous ressentons les effets, par exemple, pour commencer, de la mondialisation sauvage. Il ne vous aura pas échappé que nous faisons face à de nombreuses fermetures d'usines, notamment et surtout dans le secteur automobile. Les récentes fermetures des sites Michelin à Cholet et de Valeo à la Suze-sur-Sarthe illustrent le manque de dispositifs efficaces pour préserver l'emploi industriel. Une fois encore, les conséquences d'une mondialisation effrénée se font sentir et frappent des centaines de familles. Notre souveraineté industrielle est elle aussi de plus en plus menacée. Alors que de nombreux secteurs peinent à recruter et que la région met l'accent sur les formations, nous avons donc demandé la mise en place de dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les employés touchés par ces fermetures. La région a répondu par la mise en place d'un accélérateur foncier régional qui a pour ambition d'identifier et de rendre immédiatement opérationnels des sites industriels pour y faciliter l'implantation des petites entreprises candidates. Mais malheureusement, il nous semble qu'il y ait beaucoup d'approximations dans ce dispositif et un clair manque de transparence de la région, notamment sur les critères de sélection pour soutenir les entreprises qui souhaiteraient s'y implanter sur ces sites, ou encore de garantie de protection de notre emploi local. Dans cette logique, et chaque fois que l'occasion se présente, Gauthier et moi-même, nous insistons sur la question de la préférence locale, pierre angulaire de notre souveraineté. Comme lors de la dernière session, où nous avons demandé à la région d'exiger que les entreprises soutenues au titre du dispositif Performance Export Pays de la Loire justifient de la fabrication de leurs produits et de leurs activités commerciales dans la région. Chez nous aussi, nous ressentons les effets de l'immigration de masse, comme ici à la Baule, comme nous venons de le dire à plusieurs reprises. Et aussi les difficultés de l'État à maintenir la fameuse paix sociale. Il y a eu des exemples, même dans notre région, où nous aurions cru peut-être pour certains ne jamais être touchés, ou en tout cas pas autant. Les émeutes de l'été 2023 ont touché les points les plus reculés de notre territoire, ont mis nos forces de police à mal, et ça en a été une des démonstrations récentes les plus criantes. Mais pas que. Tous, nous ressentons, je cite, de ce que j'entends beaucoup autour de moi, l'ambiance qui change dans nos villes. Tous, nous subissons ou assistons à des actes criminels ou dits d'incivilité qui sont passés presque pour quotidien, presque, je ne veux pas le dire, mais pour dans le mot. En tout cas, on ferme les yeux, on se tait, on accepte. Tout ceci devient si ordinaire qu'on n'en parle même plus entre nous, ou encore moins dans les médias, si ce n'est sur CNews. Et pour combien de temps encore, d'ailleurs, sur CNews, quand on pense à toutes les mises en place de tentatives de censure qu'on vit actuellement. J'aimerais citer l'exemple récent de l'aquapark ouvert à Arnage, donc c'est près du Mans, le 1er juillet dernier, et qui aura tenu moins d'une journée. Pourquoi? Parce qu'il a été pris d'assaut par une jeunesse destructrice, incontrôlable. Et c'est un phénomène qu'on constate d'ailleurs partout en France. Beaucoup de lieux de baignade ont dû fermer. Donc ça a fini par... D'ailleurs, d'un reportage sur les médias dits de grand chemin, on en était étonné, et le phénomène devient si présent et généralisé qu'en fait, même eux ne peuvent plus ne pas en parler, parce que les gens qui sont touchés commencent quand même à rameuter les foules. Et chez nous non plus, je passe à un autre sujet, les finances de notre région sont loin d'être brillantes. Christelle Morancet, la présidente de région, s'est réveillée beaucoup trop tardivement sur sa politique d'endettement et s'est retrouvée forcée de trancher dans le vif des subventions culturelles. Vous vous souvenez de tout ce que ça a donné lieu comme vif débat, qui ont une portée d'ailleurs nationale. Et même si il faut saluer cette volonté nouvelle de rompre avec des politiques d'endettement irresponsables que nous avions d'ailleurs maintes fois dénoncées avec Gauthier, il ne faut pas s'y tromper. La majorité régionale aurait dû prendre ses responsabilités bien plus tôt en la matière.
Et depuis le début de notre mandat, nous appelions d'ailleurs à rompre avec l'héritage socialiste de la gestion du budget, qui consistait à baisser le taux d'endettement et à rationaliser les dépenses. C'était selon nous ce qu'ils auraient dû faire. C'est bien Christelle Morancé pourtant qui a laissé exploser les dépenses courantes, accru le nombre de fonctionnaires régionaux et maintenu toutes ces pratiques budgétaires largement héritées de ses prédécesseurs socialistes. D'ailleurs, nous avions qualifié le budget 2023 de budget de quoi qu'il en coûte des versions Pays de la Loire. À l'époque, ils avaient grillé le budget. Pas du tout, c'est un pot. L'année d'après, coupé drastiquement. De plus, nous ne pouvions cautionner certains arbitrages qui pénalisent brusquement des acteurs importants de notre territoire et qui ne correspondaient pas aux choix que nous aurions pu faire. Nous regrettons par exemple que le sport de haut niveau, qui participe au rayonnement de notre nation, ou certaines institutions culturelles, comme le musée de la Résistance de Châteaubriand, aient vu leurs subventions régionales baisser ou être supprimées brusquement. Au travers d'amendements, nous avons notamment proposé de réduire les indemnités des élus, ou encore le budget d'action internationale, sans être entendus. Il est pourtant incompréhensible pour nos citoyens que les budgets dédiés aux élus et à leurs équipes augmentent alors que leur propre pouvoir d'achat diminue. Je dois signaler qu'un seul élu de la majorité a voté notre amendement. Bravo à lui. Nous nous sommes donc abstenus sur le budget parce que c'était la seule position qui nous permettait à la fois de marquer le soutien à une politique budgétaire dans une logique d'économie et de rationalisation des dépenses, mais aussi de souligner notre désaccord dans la manière de la mettre en œuvre, et notamment dans le fait de ne pas commencer par diminuer un peu les budgets de l'Assemblée. Tout à l'opposé de sa posture vertueuse, Christelle Morancé semble ne plus savoir compter quand il s'agit de ses dépenses qui servent sa communication. Et là, je vais vous donner un exemple parlant, même s'il y en a beaucoup qui sont nombreux, celui du magazine régional, que vous avez certainement tous vu, que vous recevez pour certains dans votre boîte aux lettres, puisqu'il est difficile à louper, tant la diffusion est importante. Sans doute une des plus grandes diffusions au niveau national d'un magazine régional. Dans cette période de restriction budgétaire, la majorité prévoit pourtant de continuer à dépenser plus de 3 millions d'euros pour son magazine, et il est distribué à 2 millions d'exemplaires. Ce magazine, il faut le savoir, a été transformé en 2022 de façon beaucoup plus sophistiquée, on appelle ça dans le jargon une refonte, et dont une part substantielle du contenu met en avant la présidente, ce qui fait qu'il apparaît finalement maintenant moins comme un outil d'information que comme une sorte d'instrument d'autopromotion financé par l'argent des budgets. À l'époque, nous étions intervenus sur le sujet, c'était au début du mandat, je pense, en fin 2021, en proposant de commercialiser des espaces pour absorber une partie des coûts astronomiques, parce que ça reste quand même un très très beau magazine, et pour moi quelque chose de tout à fait commercialisable, parce qu'il est distribué très largement, y compris dans les lounges, des trains, etc. Et bon, à l'époque, on n'avait pas du tout entendu, je pense qu'on n'avait même pas relevé notre question orale, et aux surprises, là maintenant, alors que la polémique a fait rage, parce que quelqu'un, dans ce contexte de coupe budgétaire, a fini par pointer, mais quand même, c'est quand même pas logique, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas là-dedans? Bon, parce que toute entreprise qui ne va pas bien, en général, essaie de rationaliser un peu les budgets de la communication d'abord. Bon, là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, face à cette polémique, la région décide de commercialiser les espaces, mais le fait très très mal, avec beaucoup d'approximations. Donc, en 4 mois, la grille tarifaire a été modifiée 3 fois. Il y avait des baisses qui allaient jusqu'à 50% sur certains formats. Et là encore, c'est quand même un manque de professionnalisme, de transparence. On a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont faites quand même beaucoup au doigt mouillé, beaucoup à l'instant T, beaucoup pour répondre à des polémiques par des actions, sans vraiment de recul nécessaire. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait ces tarifs? Sur quelle base de quelle étude de marché? Mystère. Et je dois dire, avec 10 ans d'expérience professionnelle dans l'édition, je me suis permise de leur dire en séance que j'aimerais pas être à la place des équipes chargées de la commercialisation des espaces. Parce que quand vous avez des espaces à commercialiser, que vous appelez des prospects et qu'en fait, une semaine après, vous dites « Non mais vous savez quoi, en fait, on a baissé de moitié, donc achetez ». C'est complètement incohérent et c'est invendable. Et enfin, chez nous aussi, nous ressentons les effets du déclassement de notre pays. Et j'aimerais, en lien avec ce que Marc a pu dire, et Gauthier également, vous faire part de mon expérience des dernières 24 heures. Pour venir ici, pour vous voir,
Et aussi un peu, j'avoue, pour profiter de la plage du Pouliguen où je peux me remémorer mes souvenirs d'enfance, même si je ne reconnais en fait plus grand-chose en très peu de temps. Peut-être que vous avez vu l'année dernière des articles qui parlaient de passagers des TER qui chantent entre la ligne Nantes et Pornic. On est serrés comme des sardinettes. Ça avait fait beaucoup de buzz, c'était il y a un an. Et effectivement, peut-être que vous l'avez vécu vous-même, en tout cas je l'ai vécu moi-même hier. Et bien un an après, rien n'a changé. Un an après cette polémique, ils n'ont pas eu l'idée de rajouter des trains ou de faire des adaptations pour éviter que ce soit archi plein et tout à fait invivable. Donc en fait, quand on arrive, au moment même où le train est là, tout le monde se rue dessus, c'est digne du RER en heure de pointe, les plus efficaces bousculent les plus vieux, et je peux vous dire que à ce jeu-là, on sait qui gagne. Donc évidemment, le train se retrouve archi plein, impossible de contrôler. Donc certes, apparemment, ils ont la possibilité, certains, d'avoir des allers-retours pour 1 €, mais je pense que ce n'est même pas la peine de payer 1 €, puisque de toute manière, le contrôleur ne peut pas passer. Tout comme la sécurité ne passe pas quand certains se mettent à mettre de la musique à tue-tête, à fumer carrément dans le train. Donc ça, je l'ai vu hier. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bien de tester ce genre de trajet pour le voir de visu, pour être capable d'en parler et de comprendre ce qui se passe. Même si je prends énormément les trains, je crois que en dehors d'une grève, je crois que c'est la première fois que je vois ça à ce point-là, depuis 20 ans. Voilà. Alors avant ça, j'avais eu l'immense plaisir de passer par la gare de Nantes, dont le coût faramineux de construction, basé sur des nouvelles technologies de l'énergie passive, était censé nous protéger de la canicule. Je veux dire qu'il doit faire 35 dedans. Il y a des ventilateurs qui tournent, mais brasser de l'air chaud, généralement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est quoi la conclusion de tout ça? En tant que payeur d'impôts, on ne peut constater année après année qu'on n'a même plus le droit au minimum du service public. C'est-à-dire qu'on compte pour du beurre, on ne peut même pas se plaindre. D'ailleurs, il ne nous viendrait même plus à l'idée de nous plaindre, puisque finalement, ça empire, ça ne sert plus à grand-chose. Et je peux vous dire, pour avoir beaucoup voyagé, parce qu'en fait, quand j'étais étudiante et au début de ma carrière où j'avais du temps, j'ai beaucoup bourlingué dans différents pays, et bien c'est pas comme ça partout. Il y a des endroits où ça peut fonctionner tout en payant des impôts tout à fait raisonnables. Et donc tout ceci, quelque part, sont autant d'illustrations de l'état obèse dans lequel nous vivons et du renoncement de nos dirigeants que j'évoquais à l'instant en parlant des questions budgétaires. J'arrive donc à la Baule, ravie de vous retrouver aujourd'hui et me disant je vais me prendre, après avoir travaillé dans mon hôtel, une petite pause, je vais aller sur la plage. Sympa. Donc, je m'y rends vers 18 h, cette emblématique plage familiale, immédiatement je la reconnais plus. Et c'est quelque chose de très particulier quand vous êtes venu là étant petit, que vous aviez l'habitude de famille, de quelque chose de convivial, vous pouviez laisser votre sac par terre sans qu'il se passe quoi que ce soit. Là, immédiatement, je ressens que l'ambiance a changé, qu'il y a une forme d'agressivité ambiante, qu'il y a une forme de quelque chose qui peut mal tourner pour rien du tout. Et d'ailleurs, ça s'est déjà vu sur des côtes françaises. Donc finalement, je me balade, je pense que j'ai bien dû mettre 45 minutes à trouver un endroit où j'avais l'impression que ça allait à peu près, c'est qu'il y avait un petit peu moins de monde, etc. Je choisis de m'installer à côté d'une dame d'une 50aine d'années qui semblait être une dame de la Baule, seule, venue pour se baigner, et rien d'autre. Je m'installe à côté d'elle, je lui demande de surveiller mes affaires pour aller me baigner, et puis après, naturellement, on engage la conversation, je surveille ses affaires pour aller me baigner. Là, je me prends un ballon, bien évidemment, parce qu'il y avait tout un groupe de jeunes qui jouaient au foot, mais qui jouaient au foot pas gentiment, qui jouaient au foot bien. Et très nombreux, prenant beaucoup de place, balançant le ballon sur des enfants autour, etc. Enfin, vraiment quelque chose de plus que désagréable, et pour lequel vous n'êtes pas en position de dire quoi que ce soit. Et vous allez voir la suite. Bon, finalement, j'engage la conversation avec cette dame qui est à côté de moi. Elle est nantaise, j'en profite pour lui poser un peu de questions sur comment ça va la Baule, comment ça se passe ici. Elle a sa résidence secondaire sur place. Elle vient très régulièrement. Elle adore depuis de très nombreuses années. Elle, directement, je vois que clairement, elle ne partage pas nos opinions politiques. Donc elle commence à me dire « Oui, la région ne fait rien. Pour les vélos, on ne peut pas attacher un vélo, on ne peut pas mettre un vélo dans le train. » Ce qui est vrai
soit, mais bon, moi il faut savoir que dans ces cas-là, je ne vais jamais aller commencer à me vanter de qui je suis et ce que je fais. Donc au contraire, j'écoute parce que comme ça, vous avez une information qui n'est pas biaisée. Vous avez un vrai témoignage de quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes et vous en apprenez sur l'endroit que vous êtes en train de découvrir, visiter. Bon. Elle revient de baignade, elle se prend un ballon, et puis là, entre-temps, une petite heure était passée, je peux dire que la population commençait à être bien énervée, ils commençaient à se battre entre eux, gueuler, etc. Elle se prend un ballon, et j'ai vu qu'elle avait eu mal. C'était probablement pas son premier ballon de la journée. Mais là, le lanceur de ballon arrive, vient récupérer son ballon, mais ne s'excuse même pas, comme j'avais déjà eu 2 fois. Et là, elle s'est énervée. Elle dit, et ça lui est sorti du cœur. Oh, je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais en tout cas, elle s'est énervée, puis elle s'est vite retenue, puis elle dit « Ah, excusez-moi, oh, quand même, d'habitude, je suis très tolérante, mais enfin là, c'est vraiment plus possible. » Et là, je me suis levée, j'ai dit « Écoutez, madame, on en est là, parce que ça fait 2 générations, 3 générations qu'on est trop tolérants en France. Donc là, vous avez raison, il est temps de dire quelque chose, mais j'espère que ce n'est pas trop tard. Faites attention. » Et je suis partie et j'ai donc trouvé refuge quelque part, mais en fait c'est terrible parce que ici comme ailleurs, comme dans plein de villes d'Europe, comme même dans des plus petites villes, on se retrouve à se dire tiens, bon, je vais rentrer tôt, je vais peut-être pas aller là, s'installer quelque part, et puis en fait se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait en sécurité. Même si on reste en sécurité, parce que c'est pas encore à ce point-là, il y a quelque chose qui est très très désagréable à vivre au quotidien, et ça c'est pas possible. Et ça c'est ce dont on doit ce pourquoi, c'est la raison principale pour laquelle on doit se lever. Et aussi, donc Marc, tu parlais des burkinis, donc là effectivement, j'ai eu un défilé. Hier, franchement, je veux dire, les candidats, vous devez aller sur les plages prendre des photos, là c'est le moment de prendre des images, parce qu'ils sont capables de vous dire, mais pas du tout, mais où est-ce que vous avez vu ça? Mais non, c'est interdit, il n'y en a pas, et d'ailleurs, on placarde des petites affiches pour dire aux gens qu'il ne faut pas se promener en maillot de bain, paradoxe. Voilà, il n'y a pas d'affiche anti-burkini, je pense pas. J'ai pas été regarder sur tous les panneaux. Donc bon, je pense qu'ils sont capables d'avoir vraiment un double discours et énormément de malhonnêteté par rapport à ça. Donc je vous donnerai mes photos. On ira éventuellement en prendre d'autres ce soir, mais c'est édifiant. Il y a tous les styles, tout. Voilà, et en fait c'est la raison finalement principale de mon engagement au RN. Mais hier j'ai eu vraiment mal de voir ce que devient mon pays. Mon petit coin, mon paradis d'enfance, là où j'ai mes meilleurs souvenirs. J'ai même appelé une proche amie qui est iranienne, exilée en Europe depuis la chute du Shah. Gauthier a eu l'occasion de la rencontrer, elle nous a donné plusieurs conférences au Parlement européen. Et en fait, elle, quand elle me parle de ce qui est arrivé à son pays, elle a vécu ce basculement, elle a vécu ce moment où les islamistes ont pris le pouvoir, et où ils ont renvoyé une des plus vieilles civilisations au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, quand ils arrivent, c'est ça qui se passe. Donc là, je crois qu'on a tous une responsabilité. On ne peut pas, je veux dire, sans aller prendre de risques au quotidien, dire quelque chose, parce qu'en fait, on en est là. C'est qu'un groupe de jeunes qui se met à fumer dans un train, en fait, personne n'ose rien dire, parce qu'il y a un véritable risque de prendre un coup de couteau, etc. Donc c'est pas ce que je vous dis, mais effectivement, militer dans les rangs du Rassemblement national, c'est une des solutions pour s'élever contre ça. Et voilà, moi j'ai pas envie de fermer les yeux en tout cas, de me sentir impuissante, et j'ai pas envie de subir non plus, mais le fait est qu'en attendant, on est quand même un petit peu chassé de nos plages, un petit peu chassé des endroits qu'on aime, et ça, c'est pas normal. Sur ces paroles, j'aimerais finir sur quelque chose de quand même positif, parce qu'il y a des choses positives, grâce au travail de tous et chacun ici. La liberté d'aller travailler, de faire ses courses ou encore de déposer ses enfants à l'école, de tout simplement circuler en France, a triomphé. Je parle bien évidemment des aides-feux, malgré le matraquage médiatique et la culpabilisation des automobilistes, celles que nous appelions ces zones à forte exclusion, ont enfin été enterrées. Il faut communiquer là-dessus, il faut continuer de communiquer. Parce que la mobilisation populaire a refusé cette écologie punitive, technocratique et déconnectée des réalités, le bon sens a pu l'emporter. On ne combat pas la pollution en pénalisant ceux qui travaillent ou qui vivent en zone rurale. On ne protège pas l'environnement en imposant des normes hors sol, déconnectées de la réalité, et les gens l'ont compris. Le vote à l'Assemblée qui a permis cette victoire a été un nouveau moment de vérité. À l'instar des dernières élections législatives,
les élus d'Emmanuel Macron ont voté contre leur propre projet de loi. Oui, ils auraient préféré sauver coûte que coûte un dispositif punitif rejeté par 80% des Français que de faciliter la vie des entreprises et des familles. Toute la gauche et la majorité de la Macronie se sont donc alliés contre la volonté du peuple pour maintenir un séparatisme territorial et social inacceptable. L'extrême gauche, qui prétendait s'opposer aux ZFE, a ainsi voté contre leur suppression. Nous, le Rassemblement national, Marine et Jordan, nous défendons tout l'opposé, une écologie du bon sens, enracinée dans la réalité des territoires et des nécessités des Français. Tu l'as très bien dit, Marc. Nous avons aussi protégé des milliers de Ligériens de l'exclusion de leur propre ville. À notre niveau régional, Gauthier et moi-même, nous avions eu l'occasion, au sein de notre Assemblée, de déposer des vœux, des questions orales, des amendements dans ce sens pour pousser à enterrer cette question de ces zones à forte exclusion. Et c'est donc un peu une victoire collective que nous n'avons pas manqué de célébrer au mois de juin au Conseil régional et que nous n'avons pas fini d'applaudir parce qu'il faut continuer à combattre cette écologie punitive. Pour conclure, les années qui viennent permettent d'être passionnantes et déterminantes avec les différentes élections municipales, sénatoriales, présidentielles et législatives. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut, nous ne pouvons pas les perdre car notre responsabilité de les gagner est historique. Oui, nous allons vivre et prendre part à des moments historiques tous ensemble. Je crois que nous avons tous conscience de l'urgence de la situation et du besoin impérieux de notre mobilisation absolue. Nous pouvons le voir au quotidien autour de nous, et même à la pôle. On l'a dit, on le redit. Profitez de la pause estivale et rechargez vos batteries pour les défis et les combats qui nous attendent, si possible sur des plages familiales plus calmes, que vous m'indiquerez. Et Gauthier, je te remercie encore de nous avoir permis, comme nous l'avions promis au début de notre mandat, de rendre compte avec régularité de nos actions d'élus régionaux. Je crois qu'on fait un bon binôme. Merci Gauthier. Et à tous, bonne chance, le meilleur pour vos campagnes, en particulier pour Marc et Stéphanie, et pour Gauthier Attange, bien sûr.